bonsoir, bienvenue au public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Bienvenue également aux téléspectateurs qui nous rejoignent sur KTO. La table ronde de ce soir portera sur une question majeure pour aujourd'hui et pour les années à venir. Construire une société solidaire qu'elle accueille pour le grand âge. Le nombre de personnes âgées ne cesse d'augmenter en France. En 2015, 2 millions de personnes auront plus de 85 ans. Aujourd'hui, 1,2 million de personnes sont dépendantes, nécessitant des soins spécifiques et une attention de tous les instants. La dépendance coûte cher, 22 milliards d'euros sont dépensés par l'État chaque année. Ce montant devrait passer à 30 milliards d'euros à l'horizon 2025. Un débat national sur la dépendance a été lancé cet hiver par le gouvernement. Les enjeux sont-ils uniquement financiers et médicaux ? Au-delà des clichés d'une vieillesse idéalisée, quels sont les besoins et les attentes des personnes de grand âge ? Comment penser une prise en charge qui respecte leur dignité ? Quel soutien apporter aux familles, bien souvent démunies devant la dépendance d'un proche ? Avec nous ce soir pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Depuis le mois de janvier, vous pilotez le chantier sur la dépendance. À vos côtés, Jérôme Pellissier, bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie, enseignant, chercheur, écrivain. Et enfin, Père Vincent Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre assomptionniste et enseignez la théologie à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également médecin. Merci à tous les trois. Vous interviendrez tour à tour, puis nous poursuivrons la réflexion par un débat. Alors, Père Vincent Leclerc, les chrétiens, ils sont comme les autres, ils sont inquiets, démunis quand il s'agit d'accompagner un proche dépendant. Malgré cela, quelle solidarité doivent-ils déployer envers les personnes âgées, selon vous ? En tout cas, ils sont conscients que les décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent sceller les injustices de demain. Et puis, ils ont au cœur du décalogue « Tu honoreras ton père et ta mère », donc cette connaissance que quelque part, avec nos aînés, c'est notre avenir que nous construisons. Surtout que finalement, quand nous parlons du grand âge, les besoins, on parle de besoins des plus fragiles, ceux de nos aînés en particulier, vont réinterroger une place considérable que nous avons donnée à l'autonomie dans le domaine de la santé. Comment prendre soin de ceux dont l'autonomie est sans cesse sollicitée et en même temps fragilisée par leur état de santé ? Un tel défi est essentiel parce que, sauf à devenir une société inhumaine, la société doit veiller à défendre les plus vulnérables et à protéger leur autonomie. Cette autonomie allant de pair avec leur propre dignité, mais aussi la nôtre. Alors nous soulignons l'autonomie, mais en même temps, nous voyons bien qu'il n'est pas possible de veiller à l'autonomie d'autrui sans prendre en compte sa vulnérabilité. Autonomie et vulnérabilité sont comme les deux marqueurs d'une seule et même dignité de l'homme. L'autonomie est facilement valorisée. Elle est valorisée d'abord pour des raisons philosophiques, car l'homme est doué de volonté et de raison, mais aussi pour des raisons religieuses, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. En revanche, la vulnérabilité va être perçue comme une catégorie qui nous met à part. Par exemple, quel accueil spécifique réservé pour les personnes âgées ou dépendantes. Et le plus vulnérable devient incidemment l'objet de l'éthique et plus tout à fait déjà le sujet. Pourtant, la vulnérabilité n'est pas réservée au grand âge, elle est plutôt constitutive de notre condition d'homme ou de femme. Pendant l'enfance d'abord, chacun de nous est vulnérable à cause de la maladie, d'un accident, du handicap. Certains vont vivre une perte de cette autonomie et de cette autonomie qui va parfois durer tout le reste de leur vie. Et donc le grand âge, la dépendance remet en cause notre beau concept d'autonomie. Au départ, l'autonomie avait été mise en avant pour contrer un certain paternalisme des médecins. Ceux-ci étaient habitués à décider pour le bien de leurs patients, mais très souvent aussi à leur place. Malgré cette ambiguïté, le paternalisme médical avait au moins le mérite de rappeler la relation de soins qui unit les soignants et les malades. Alors certes, les lois de 2002 sur le consentement ont heureusement permis de sortir de ce paternalisme, mais pourquoi mettre toujours en avant l'autonomie alors que la réalité première de la maladie est justement la perte de cette autonomie ?
L'autonomie de la personne est à respecter, évidemment, mais elle est aussi à éclairer par sa vulnérabilité. En matière de santé, nous dépendons les uns des autres et donc chacun a un devoir de solidarité. Or, c'est ce couple, autonomie-dépendance, ou surtout autonomie-perte de cette autonomie, qui constitue la véritable angoisse des personnes âgées. Il représente, à mon avis, un double risque dans la mise en œuvre de nos politiques de santé. Le premier risque serait de dénier aux plus vulnérables cette autonomie qu'ils s'efforcent courageusement de maintenir au quotidien. En France, nos aînés ont fait le choix de rester le plus longtemps possible chez eux. Ils entrent en institution, bon gré mal gré, de plus en plus tard et à l'apparition des premiers signes de la dépendance. Et nos aînés ont raison d'attendre. Depuis 2004, notre espérance de vie à la naissance, hommes et femmes confondus, a dépassé les 80 ans. Et l'espérance de vie sans incapacité augmente plus rapidement que l'augmentation de l'espérance de vie en général. Ceci est une excellente nouvelle que nous ne rappelons pas assez. Le second risque serait d'exposer les personnes âgées à une discrimination et ainsi d'aggraver leur exclusion sociale. Les plus fragiles vont toujours représenter une population à risque dans la mise en œuvre des politiques de santé. Ce risque est celui de la stigmatisation. Parce que la dépendance dépend évidemment de facteurs individuels, mobilité, des facteurs cognitifs, des performances personnelles, mais aussi de sa perception dans l'environnement socio-culturel d'un pays. En matière de santé, il n'y a pas de handicap individuel qui ne nous interroge aussi beaucoup plus largement sur le fonctionnement ou sur le jugement de la société. Car nos sociétés sont aussi capables de générer de la dépendance et pas seulement un état de santé personnel. En conséquence, une éthique qui favorise l'autonomie nous pousse autant à l'hospitalité, je dirais, qu'à l'affranchissement personnel. Et alors même que le handicap et la dépendance se posent souvent en termes d'accès aux soins ou aux prestations, notre propre hospitalité à l'égard de personnes dépendantes devient déterminante lorsqu'il s'agit de promouvoir ce qui leur reste d'autonomie. Cette hospitalité marque notre devoir de solidarité. Alors bien sûr, le premier souci de la personne âgée, c'est sa santé. Mais elles ont également un grand désir d'être accompagnées, d'être entourées, de voir leurs proches. Or, les enquêtes vont faire apparaître que 4 personnes âgées sur 10 disent souffrir de l'isolement. Et on a toutes les raisons de les croire. Notre chance en France, c'est que le lien familial et intergénérationnel reste très fort. Mais il repose sur la génération des actifs, qui est souvent obligée de s'occuper à la fois des parents et des enfants qui peinent à se lancer dans la vie. C'est le fameux fardeau des aidants. Alors je voudrais terminer sur cette hospitalité, notamment dans cet horizon du royaume de Dieu. En prêchant le royaume, Jésus inaugure une nouvelle manière de vivre dans laquelle les plus petits occupent la première place. Et à travers son ministère, la vérité sur l'existence humaine émerge progressivement, étape par étape, sur ces chemins de Palestine, dans la fragilité des existences et parfois même à travers les mal-aimés du temps de Jésus. Fait remarquable dans les évangiles, Jésus n'a de cesse de s'entourer des plus vulnérables pour annoncer le royaume de Dieu. Une telle proximité de Jésus avec les plus fragiles annonce la bonne nouvelle et nous révèle le vrai visage du Père. À travers ce royaume qui a déjà été inauguré par Jésus, les chrétiens reçoivent la responsabilité de continuer sa mission dans le monde d'aujourd'hui, avec ses chances et ses défis, de poursuivre son œuvre de réconciliation, de guérison, pour répondre concrètement aux besoins des plus vulnérables. C'est particulièrement vrai au chapitre 24 de Luc. Je conclus. Notre solidarité avec les personnes âgées s'étend au-delà d'une compréhension habituelle de l'autonomie. La tradition chrétienne invite à prendre soin des plus fragiles, des plus vulnérables. Elle insiste sur notre hospitalité pour promouvoir la participation des aînés à la vie sociale malgré leur vulnérabilité. Enfin,
Cette solidarité est à penser au bénéfice, mais aussi à partir des plus fragiles. Notre responsabilité éthique est engagée pour eux, mais aussi avec eux. Merci Père pour votre intervention. Alors vous venez de nous dire que nous sommes tous dépendants, vulnérables. En ce sens, c'est un appel à changer notre regard sur les personnes âgées. Jérôme Pellissier, la philosophie du soin aux patients très âgés, dépendants physiquement ou psychiquement, elle est encore en grande partie à écrire ? Elle est en partie à écrire, elle dépend beaucoup, vous venez d'employer le mot de regard, elle dépend beaucoup de nos regards. Avant même d'être dans le concret du prendre soin, la manière dont on regarde la personne dont on va prendre soin, dont on considère la vulnérabilité, va inciter justement, va nous positionner de manière très très différente. Et je crois, si je peux faire cette transition-là, je crois que beaucoup de choses dépendent en effet du regard globalement, actuellement, sur ces questions de dépendance, sur ces questions de personnes âgées. Une des choses, alors peut-être en le précisant d'abord, c'est un problème de regard déjà. Je remarque la rapidité avec laquelle on parle de dépendance dans un sujet qui concerne la vieillesse ou qui concerne les personnes âgées. Donc c'est vraiment très important de le rappeler, ce n'est qu'une minorité, moins de 10% de personnes de plus de 60 ans ou même de 75 ans 8%. Sont dans des situations dites de dépendance. On reparlera de cette notion de dépendance un peu plus tard, mais c'est important de le souligner. C'est une minorité. Alors c'est important de s'en occuper évidemment, mais il ne faudrait surtout pas réduire, parce qu'on a beaucoup fait la vieillesse et les personnes âgées à des questions de maladie, de handicap, de prise en charge, etc. C'est important à rappeler. Je crois que sur la question du regard, une des choses qui est peut-être frappante aujourd'hui, c'est la manière, je vais prendre quelques exemples, mais c'est la manière dont nos regards sur la vieillesse, sur les personnes âgées, sont à la fois extrêmement uniformisants, c'est-à-dire qu'on a cette grande catégorie dite des personnes âgées, l'expression lui-même, les personnes âgées, qui regroupe des gens souvent 2 voire 3 générations différentes. On met souvent dans cette catégorie des gens de 60 ans à 110 ans, comme s'il y avait des points communs entre une personne de 62 ans active, s'occupant encore de ses enfants qu'elle a eu tard, etc., et un monsieur de 95 ans qui est dans d'autres situations, etc. Au-delà des différences individuelles, cette catégorisation comme ça, cette uniformisation des personnes âgées pose déjà un problème. On a aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, c'est une catégorie de la population qui souffre de vision et de regard. Pratiquement dans tous les domaines, quand on parle des personnes âgées, c'est des stéréotypes qu'on dit. On ne va pas passer tout en revue, là on n'a pas le temps, mais je vais vous provoquer un peu en reprenant même l'introduction de l'émission. En gros, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Vous nous avez dit que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses en France et elles le seront de plus en plus. C'est faux. Je suis désolé, mais c'est faux. Si on prend comme personnes âgées les personnes de plus de 60 ans, c'est vrai. Il y aura plus en 2050 en France de gens de plus de 60 ans qu'en 1950. Mais si on s'intéresse aux personnes âgées, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans un certain état, notamment en effet de fragilité ou de vulnérabilité en tout cas, grosso modo, c'est les personnes de plus de 60 ans ou de 65 ans en 1950, et ça sera en 2050 les personnes de plus de 80 ou 85 ans. On a toujours à peu près le même pourcentage de personnes âgées dans la population française. Voilà. Mais l'expression, elle est générique, en fait, personnes âgées. Oui, mais qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit d'être dans cette vision qui est toujours quand même un petit peu alarmiste ou catastrophiste ? Il y en a de plus en plus, et ils coûtent de plus en plus cher. C'est ce que vous avez dit juste après. La dépendance. Non, mais c'est bien ça. Je n'ai pas dit les personnes âgées, j'ai parlé de la dépendance. Ce n'est pas la même chose. On va y venir parce que malheureusement, la réforme en cours fait que quand on parle de dépendance, on réserve ça aux personnes âgées. Donc c'est bien une question qui touche aux personnes âgées. Mais pour dire, on est très facilement, c'est très facile face à cette population d'être comme ça dans des choses qui sont soit stéréotypiques, soit très uniformisantes. Alors faites-nous sortir des stéréotypes. Jérôme Pellissier. Je vais avoir du mal à vous en faire sortir. Pourquoi ? Parce que c'est tellement partagé, ce côté un petit peu uniformisant, notre ignorance. Globalement, nous sommes ignorants actuellement en France par rapport à la réalité de la vieillesse, par rapport à la réalité de la vie des personnes dites âgées. Pour une bonne raison, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'à peu près toutes les études qui sont faites en France, que ce soit par l'INSEE ou d'autres instituts de recherche, sur ce que vous voulez, sur les violences subies par les femmes, c'était une grande étude il y a 2-3 ans, sur la sexualité des Français, c'était il y a 4-5 ans, etc., sont des études qui s'arrêtent à 60 ans ou à 70 ans. On ne sait pas aujourd'hui en France
On sait des choses qui touchent à la sexualité des gens de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans, pas des gens de 70 ou de 80. On sait des choses qui touchent aux violences subies par les femmes de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans, pas par les femmes de 70 ans ou de 80. Et sur la question des handicaps, puisqu'on va revenir à cette notion de dépendance, pareil. En Angleterre, pourquoi vous pensez, je vais prendre un exemple rigolo, en Angleterre, quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus de sourds qu'en France. Bon, c'est pas que les Anglais font des choses qui rendent plus sourds qu'en France, c'est simplement qu'en Angleterre, quand vous regardez les statistiques depuis toujours de la surdité, ça englobe les personnes adultes jusqu'à leur mort, qui meurent à 80 ou à 110 ans, qui ont des problèmes de surdité. En France, au-delà de 60 ans, on ne sait plus. La question de la surdité, on a des informations là-dessus avant 60 ans, les personnes dites handicapées qui ont des problèmes de surdité. Après 60 ans, tout le monde rentre dans cette grande catégorie des personnes âgées dépendantes, et là, aucun chiffre. Voilà. Vous imaginez à quel point ça aide et les chercheurs pour chercher, et même globalement les soignants ou les politiques pour organiser un système de soins qui soit pertinent. Donc je crois que c'est vraiment important à souligner. Je peux un peu vous aider à sortir des stéréotypes, mais ce n'est pas si facile que ça, parce que, quelle que soit notre envie d'en sortir, on a très peu de données, objectivement, sur la réalité de ces, entre guillemets, personnes âgées. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ces regards, c'est-à-dire ce côté uniformisant, stéréotypique de nos regards, quand les personnes âgées nous en parlent, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles en souffrent. On a une réelle expression de souffrance de la part de personnes qui disent justement, qui nous parlent de nos regards, qui disent comment passer un certain âge, passer un certain état, elles se sentent mises à l'écart, elles se sentent regardées comme ne faisant plus partie justement de la même société que les autres. Ça peut... Souvent, c'est des choses, c'est tout simple au début. C'est un vendeur qui ne vous parle plus pareil dans un magasin, parce que, mais ça commence à 40 ans. Quand vous allez acheter un ordinateur, que le vendeur vous parle comme un débile, comme si vous étiez un débile, parce que vous êtes censé plus rien y comprendre au-delà de 40 ans. Alors, si vous allez acheter un ordinateur à 75, là, c'est absolument catastrophique. Mais... là, je dis ça en riant, parce que l'ordinateur, à la limite, c'est encore drôle, mais quand les mêmes choses se passent à l'hôpital, où l'âge que vous avez peut modifier la manière dont on vous regarde, dont on va prendre soin de vous, etc., c'est plus drôle du tout. Mais l'ordinateur, c'est pas drôle non plus, soit dit en passant. En tout cas, voilà, il y a au quotidien ces questions de regard, et pour revenir sur la question de la dépendance, je crois que c'est important. Je me souviendrai toujours, parce que je le trouve très typique du titre, c'était Ouest France qui avait titré une année, vraiment le titre énorme, c'était « Impôts locaux toujours plus haut », point d'exclamation, et en dessous, la faute au social et à l'aide aux personnes âgées. Voilà. Ça donne ça le ton, un ton qui n'est pas, Ouest France n'est pas une exception, ça donne le ton d'un certain nombre de discours, en effet, qui sont accusateurs, par rapport notamment aux questions de santé, aux questions de soins. Donc là, c'est important, j'ai encore quelques minutes, de rappeler plusieurs choses. Déjà, ce n'est pas les personnes âgées qui coûtent cher, c'est les personnes malades. Ce n'est pas pareil. Les personnes âgées qui ne sont pas malades ne coûtent pas plus cher à la sécurité sociale que... voilà, c'est le fait d'être malade, en effet. D'autre part, quand on regarde un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on regarde ce dernier demi-siècle, l'explosion des dépenses de santé, ce n'est pas les malades qui coûtent cher, c'est les médecins. Alors, quand je dis c'est les médecins, c'est une boutade. C'est la manière dont on prend soin et dont on soigne qui est beaucoup plus coûteuse aujourd'hui qu'elle l'était il y a 50 ans. Il y a des études très très claires là-dessus. L'augmentation des dépenses de santé entre 1950 et 2000 est beaucoup plus due à ça, à l'augmentation du coût des soins, qu'à ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Donc c'est important de le rappeler. Et puis de rappeler quand même aussi quelque chose, parce qu'on finit par croire. J'ai envie de vous dire que les vieux coûtent plus cher à la sécurité sociale que les jeunes, tant mieux. C'est très bon signe dans une société que ce soit les personnes âgées qui coûtent cher d'un point de vue de sécurité sociale. Si vous aviez un pays où ceux qui coûtaient cher, c'était les plus de 100 ans, ça serait une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que la majorité d'entre nous, jusqu'à 100 ans, on est à peu près en forme et jamais malade. Donc je crois qu'il faut arrêter, là aussi, faire attention. Quand on accuse ces personnes âgées de coûter cher, si ce n'était pas elles qui coûtent... Allez au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ce n'est pas les personnes âgées qui coûtent cher. C'est les gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, les bébés, etc. Mais c'est ceux-là qui meurent aussi. Eux, ils ne vieillissent pas. Voilà. C'est quelque chose dont il faut plutôt se réjouir, le fait qu'on soit malade de plus en plus tard.
Voilà. Et donc forcément, on coûtera à la sécurité sociale, heureusement, statistiquement, plus à 90 ans qu'à 30 ans. Hein. Je considère que ce n'est vraiment pas une mauvaise nouvelle et je trouve ça assez fou d'avoir des discours justement qui accusent les personnes âgées de coûter cher. Et je crois, pour terminer là-dessus, je crois que dans ces discours accusateurs, cette notion de dépendance nourrit ces discours-là. Le fait d'avoir... c'est quoi cette notion de dépendance? La loi en plus nous le dit, il y a eu une loi en 2005 qui définit bien les choses. La dépendance, c'est le fait d'avoir besoin d'aide quand à cause d'une maladie ou d'un handicap, on se retrouve pour les fameuses activités de la vie quotidienne à avoir besoin d'aide. Qu'on ait 50 ans ou qu'on en ait 70, l'âge n'a rien à faire là-dedans. Le fait d'avoir... réserver en quelque sorte cette notion de dépendance aux plus de 60 ans, le fait de créer comme ça une catégorie, ça prépare en effet toutes les formes après de ségrégation, de discrimination, etc. Et ça, je crois, je veux le redire peut-être encore plus simplement parce que on ne mesure pas. Je crois que beaucoup de gens ne mesurent pas qu'actuellement, on a un véritable couperet avec cet âge de 60 ans. Les gens ne réalisent pas qu'à situation exactement pareille, vous prenez deux frères, il y en a un qui a 59 ans, un qui a 61 ans, ils ont tous les deux un accident de voiture et ils se retrouvent dans une même situation de handicap ayant besoin d'aide, mettons avoir besoin de 10 heures d'aide par jour, eh bien le frère qui a 59 ans, il sera soutenu sans aucun problème pour la totalité des aides dont il a besoin. Personne en situation de handicap, le frère de 61 ans, non. Ce n'est plus une personne en situation de handicap, c'est une personne âgée dépendante et elle n'aura pas le même accès aux aides par rapport justement à ce besoin, même s'il est identique qu'elle aura. Donc c'est vraiment quelque chose de c'est profondément discriminant que d'avoir placé cette barrière des 60 ans. Et peut-être pour finir là-dessus, parce que c'est... L'aspect grave, c'est l'aspect discriminant. L'aspect, entre guillemets, qui pourrait faire sourire, c'est l'aspect totalement ridicule. C'est-à-dire que faire, en 2011, une réforme qui nous dit à 60 ans, on est une personne âgée, alors que maintenant, ça fait à peu près... Ça fait quoi? Ça fait 3 décennies qu'on le sait, qu'on l'observe, que tout le monde l'observe. Il n'y a pas besoin de chercheurs pour ça. Tout le monde l'observe dans ses familles, sur lui-même, etc. La très grande majorité des Français ne sont pas vieux à 60 ans. D'ailleurs, c'est rigolo, puisque c'est ça qu'on nous a dit pour augmenter l'âge de la retraite. C'est précisément qu'à 60 ans, la plupart d'entre nous, on était en forme et qu'on n'avait pas de raison de ne pas continuer à travailler. Alors, il faudrait savoir, si on est en forme pour continuer à travailler, on n'est pas, pour la dépendance, une personne âgée à 60 ans. Merci Jérôme Pellissier. Alors, vous parliez de ce couperet, de cet âge un peu lapidaire des 60 ans pour rentrer dans la catégorie des personnes âgées. Madame la ministre, est-ce qu'il y a une stigmatisation des personnes âgées aujourd'hui ? C'est pour répondre à cette question que j'ai voulu délibérément faire du débat sur la dépendance et la perte d'autonomie, non pas un débat technicien, mais un débat social et sociétal. Rappelez-vous, Simone de Beauvoir nous avait lancé cette interrogation volontairement provocatrice en nous demandant si les vieillards étaient des hommes. Elle avait voulu susciter ainsi l'indignation, cette vieille femme que nous aimons, ce vieil homme que nous soutenons ne seraient donc plus des êtres humains. La condition d'un être humain serait liée à sa force, à sa vigueur, et il n'y aurait de la vie que dans la vitalité. Mais la réflexion de Simone de Beauvoir repose sur ce constat. À voir la façon dont notre société traite les personnes âgées, il est difficile d'affirmer que les vieillards sont des hommes. Et de fait, les représentations qui sont faites du vieillard dans la littérature comme dans l'imaginaire collectif font de lui cet être différent, surhomme ou sous-homme. Surhomme lorsqu'il est peint comme un individu plein de sagesse, indifférent au monde, à ses travers. J'ai noté cette citation d'Igmar Bergman, qui dans ses films a beaucoup parlé de la vieillesse. La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie.
La personne âgée, gagnante en sagesse, contemple ainsi le monde dans un sommet purifié. Ou bien le vieillard est considéré comme un sous-homme, affaibli, associé à la solitude, à la mort. Il est craint, il est même parfois caché. Et en réalité, c'est notre propre vieillesse qui nous fait peur, culte de la performance, culte de la jeunesse, cacher cette vieillesse que nous ne pouvons pas voir. Parce que ce que l'on redoute, c'est la mort. La mort est le plus souvent mise à distance, évacuée, expulsée de nos lieux de vie habituels. C'est la mort de la mort, comme le titrait la Tribune il n'y a pas si longtemps. Et ce refus de la mort, ce refus ontologique de la mort, s'accompagne d'une peur infinie du vieillissement et de la fin de vie. Il est marqué également par ce refus obstiné des marques du temps et des représentations négatives du grand âge. Mais vous l'avez dit, chacun, le vieillissement, ce n'est pas la dépendance. C'est effectivement 8% des personnes de plus de 60 ans qui en sont l'objet. Et en moyenne, elles ne durent que quelques années, 4 ou 5 ans. Et l'allongement de l'espérance de vie doit être pour nous un facteur de joie, de réjouissement. C'est Pierre Méhaignerie qui le disait ce matin, je crois, ici, puisqu'il y est venu. Il est curieux qu'alors que nous allons vieillir plus longtemps et en bonne santé, le vieillissement fait naître en nous des craintes et des pensées de plus en plus négatives. On rejoint le pessimisme français qui était dénoncé par Gordon Brown, et Pierre Méhaignerie rappelait cette citation ce matin. C'est sans doute le propre des sociétés très développées. Pourquoi craindre le vieillissement? Pourquoi craindre la vulnérabilité? Et nier cette vulnérabilité, n'est-ce pas nier l'essence même de notre condition humaine? Que va être un monde? Que serait un monde qui nie la souffrance et la vulnérabilité? Comment peut-il être sensible à l'empathie, à la compassion, au soutien, aux soins, s'il se rend sourd, aveugle aux plus fragiles et donc à tous? Et la vieillesse nous amène, nous apporte un rapport au monde et aux êtres dont nous avons besoin pour construire cet être ensemble juste, pour reprendre les mots d'une de mes amies, la philosophe Corinne Pelluchon. Donc la vieillesse nous amène à nous poser la question de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport à l'autre. C'est un sujet qui nous passionne, il touche à la finitude, à la vulnérabilité, au lien qui nous unit à notre prochain. C'est un sujet éthique, c'est aussi un sujet politique. Je veux donc m'arrêter un instant sur ces deux thématiques, le rapport à soi et le rapport à l'autre. Au sommet de sa montagne ou derrière la porte que je décrivais tout à l'heure comme les deux modèles en tension, le vieil homme est de toute façon loin de nous. Il est mortel et il ne fait pas partie du commun des mortels. Et pourtant, dans quelle catégorie aristotélicienne situait l'humanité, la condition même d'être humain? Est-ce une substance ou l'un des 9 accidents décrits par Aristote, pour ceux qui aiment? Autrement dit, est-on toujours, tout au long de sa vie, un être humain? Ou est-ce que c'est un accident qui peut se perdre pendant qu'on est encore en vie? Nous sommes évidemment tous et toutes des hommes partout et toujours. Alors les choses sont complexes. La question de l'autonomie, cette faculté de se gouverner selon ses propres lois, prouve à quel point nos certitudes sont ébranlées. Est-on toujours autonome lorsqu'on est dépendant? Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, il n'est sans doute pas possible de laisser la personne âgée déterminer elle-même ses propres choix. Qui peut alors décider pour elle et à quel titre? Quand la mémoire est perdue, quand le domicile est quitté, lui qui exprime notre identité, qu'en reste-t-il? Comment se reconnaître soi-même à travers les âges? Le temps, facteur de dissemblance, fait son œuvre irrésistiblement. Et alors que le jeune adulte se construit dans la projection, les personnes âgées s'interdisent de penser à un avenir. Le rapport au temps est bouleversé.
notre passé l'emporte sur cet avenir. Et pourtant, la personne que je vois dans ce miroir, moi qui ai beaucoup plus de 60 ans, n'est pas pour moi bien différente de celle que j'étais hier. C'est donc le signe que malgré le temps, je suis resté identique, ou quelque chose en moi est resté identique. Et à la manière de Paul Ricoeur, je serais tenté d'évoquer un invariant relationnel permettant d'assurer l'idée d'une continuité ininterrompue de la personne. Or, c'est pour Ricoeur, dans la parole donnée, que se dit le maintien de soi et l'identité. La définition de l'identité passe ainsi par la relation à autrui et ce qu'on lui doit. Le rapport à soi et le rapport à l'autre sont donc intimement liés. Et ce n'est pas étonnant, la dépendance ou l'interdépendance, c'est le propre même de l'humain. Nous sommes dépendants à tous les âges de notre vie et nous interagissons les uns sur les autres. C'est donc un être humain, un être en lien avec les autres. Je pense à Lévinas, qui l'a dit d'une manière un peu différente. Il dit qu'être homme, c'est être débiteur, en dette par rapport à autrui. Tant qu'il existe quelque souffrance, nous devons nous en sentir responsables, et le seul fait que l'autre soit là, avec son visage qui commande, qui interpelle, suffit à affirmer cette éthique de la responsabilité. Ce que Lévinas va résumer dans cette formule bien connue, l'impossible indifférence à l'égard de l'humain. Comment alors accueillir le grand âge, construire une société solidaire sans faire un détour par cette notion de responsabilité? Et nous avons, à l'égard des personnes âgées, une responsabilité d'autant plus que du regard que nous allons porter sur les personnes âgées va dépendre le regard qu'elles-mêmes porteront sur elles. Et si les personnes âgées déplorent leur perte d'autonomie, c'est bien sûr pour elles-mêmes, parce qu'elles se trouvent empêchées de faire, mais aussi parce qu'elles s'imaginent représenter un fardeau et de lire ce fardeau dans le regard de l'autre. Et certaines lassitudes infinies exprimées face à la vie, contrairement à ce que soutiennent certains partisans de l'euthanasie, ne sont pas des demandes de mort, elles sont simplement des demandes d'amour, des demandes d'infléchissement du regard collectif que nous portons sur elles. Mais il est légitime de s'interroger sur cette responsabilité. Sommes-nous responsables de nos parents parce que ce sont nos parents? Sommes-nous responsables des êtres qui nous entourent parce qu'ils sont simplement humains ou simplement vulnérables? La réponse n'est pas évidente, mais c'est du côté de l'opposition entre responsabilité et devoir qu'il faut la chercher. Le devoir, norme imposée de l'extérieur, peut nous accabler. L'exercice de notre responsabilité, lui, est intériorisé, ressenti, puisé dans notre éthique personnelle et dans le regard d'amour que nous portons sur les autres. Comment cette responsabilité va-t-elle alors se manifester? Il y a de multiples façons. Alors, on a beaucoup abordé la question des aidants, aidants familiaux, familiers. Leur invisibilité sociale tend aujourd'hui à s'estomper. Et fort heureusement, un certain nombre de manifestations et les termes du débat l'ont bien montré. Ils doivent être valorisés, soutenus. La famille est au cœur du débat. Ce sont les familles qui rencontrent des difficultés de tous ordres. Ce sont elles qui accompagnent la personne âgée dépendante à domicile et en continuant dans un établissement. Ces solidarités sont essentielles. Mais la dépendance nous oblige à repenser nos liens. Elle vient percuter le modèle familial traditionnel. Ces modèles familiaux ne s'articulent plus forcément comme c'était le cas depuis la naissance de nos politiques familiales dans les années 30, autour du couple triangulaire formé par les parents et les enfants. Et de nouveaux acteurs apparaissent, plus nombreux, des femmes, des hommes, on l'a cité tout à l'heure, de 50 ans qui forment cette sorte de génération charnière entre les plus âgés et les plus vieux soutenant leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est un noyau familial inédit, c'est une révolution. Et c'est toute l'architecture de notre politique, en particulier de notre politique familiale, qu'il faut repenser pour mieux l'articuler à la vieillesse. Et puis comment accueillir la personne dépendante
lorsque les liens familiaux sont éclatés, distendus, à cause de l'éloignement, à cause des recompositions. Mais je ne dénonce pas un délitement du lien social. Contrairement à certains catastrophistes, je pense qu'au contraire, le lien social se renforce. Les solidarités s'exercent, elles s'exercent différemment. Le lien n'est plus imposé parce que naturel, il est créé parce que choisi. Et ces affinités électives créent de nouveaux modèles de solidarité. Et notre solidarité nationale doit la prendre en compte ces nouveaux modèles et ne pas être une sorte de paravent de nos égoïsmes. Et c'est d'ailleurs le rôle des églises que d'encourager ces solidarités. Et ici, qui est un haut lieu de la pensée chrétienne, je veux rappeler l'importance de cette bienveillance à l'égard de nos aînés. Bienveillance, c'est-à-dire bien les voir. L'Ancien, comme le Nouveau Testament, mon père nous présente toujours de nombreuses figures rassasiées de jour, pour reprendre l'expression qui qualifie Élisabeth et Zacharie accueillant Jean-Baptiste, des vieillards honorables et respectables, capables de donner la vie comme Abraham et Sarah ou d'apporter le salut tel Noé. Si nos aînés sont quelque peu différents de ces figures bibliques, il est évidemment indispensable de promouvoir une vision positive du vieillissement. Alors bien sûr, je répondrai aux uns et aux autres sur les questions techniques du débat, mais ce qui importe dans ce débat, c'est de questionner les valeurs qui sous-tendent nos pratiques et motivent nos choix. Nous devons insuffler l'envie de faire société et ce débat doit constituer un moment de cohésion nationale au-delà des divergences de points de vue pour faire du grand âge un bel âge. Merci à tous les trois pour vos éclairages. Alors, nous poursuivons la réflexion pendant un petit quart d'heure en croisant un petit peu vos points de vue. Madame la ministre, alors vous le disiez, la famille est au cœur du débat sur la dépendance, mais pourtant elle est face à de grandes difficultés concrètes, matérielles, financières, psychologiques éventuellement, lorsqu'elle est confrontée à la dépendance d'un proche. Imaginons le cas d'une famille de classe moyenne dont un parent va entrer en maison de retraite et devra verser, mettons, chaque mois 2 800 €, étant sans revenus ou ayant des revenus faibles. Alors, qui va payer la facture ? Quand on regarde les difficultés qui nous amènent à nous confronter à cette question de la dépendance, les questions sont d'ordre financier et sont d'ordre organisationnel. Les questions sont d'abord d'ordre financier, et vous avez raison de souligner qu'une personne en grande dépendance impose à la famille, à elle-même et à sa famille, un reste à charge moyen de 1 540 €. Mais ça peut être beaucoup plus dans la région parisienne où le foncier des établissements est évidemment beaucoup plus élevé. Et il peut atteindre facilement 2 500, 3 000 €. Quand on a 4 000 € de retraite, on a une belle retraite. Et pourtant, on ne peut pas payer cette prise en charge très, très coûteuse. C'est un des premiers objectifs de la réforme que je mène. Et que c'est de permettre. Nous sommes en train de réfléchir. Vous savez, les recettes, c'est très facile. Ça, vraiment, je fais un débat pratiquement tous les 2 jours. C'est comme le caddie dans les supermarchés, les propositions de recettes, ça, j'en ai d'ailleurs entendu ici, il n'y a aucun problème. Quand j'interroge sur le financement, j'ai déjà beaucoup moins d'acteurs dans la salle, mais je suis tout à fait disposée à souligner les pistes du débat. La piste, c'est évidemment des dépenses qui reposent sur la solidarité nationale et massivement sur la solidarité nationale. Mais l'État ne peut pas s'alourdir sans fin non plus. Il ne peut pas s'endetter sans fin, pardon. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'endetter sans fin. L'État, c'est nous. L'État vient toujours puiser dans la poche de quelqu'un. Un jour, dans le débat d'avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est pas l'État qui paye, ce sont les taxes que nous versons. » Oui, effectivement, ça revient au même. Alors, est-ce que je peux aller plus loin en disant que quand on écoute les personnes qui ont à charge une personne dépendante, que ce soit dans les débats, que ce soit dans le site internet dépendance.gouv.fr, elles ne nous parlent pas d'abord d'argent. Elles nous parlent d'abord d'épuisement psychologique.
C'est la première chose qui intervient. Ce sentiment de burn-out au chevet d'une personne dépendante. Et elle demande 3 choses. Elle demande des structures de répit, de pouvoir souffler. Ça, c'est un élément très important. Elle demande qu'on prenne en compte leur santé, car l'épuisement au chevet d'une personne dépendante amène une morbidité, une mortalité prématurée très importante des aidants. 30% des aidants meurent avant la personne qu'elles aident. Et elle demande de la formation, alors pas un diplôme. Elle demande qu'on leur apprenne des choses simples qui permettent de soulager ce sentiment d'épuisement et de ne pas savoir comment s'y prendre au chevet d'une personne dépendante. La demande, elle est surtout celle-là. Mais cette demande-là, elle a un coût. S'il faut créer des structures, s'il faut envisager des formations. Ce que je trouve dommage dans votre interrogation, c'est que nous sommes venus ici parler de dépendance, de réfléchir sur la question du grand âge, et vous nous tirez immédiatement vers le bas. Vous nous tirez immédiatement vers les questions de financement. Mais elles sont centrales. Non, elles ne sont pas centrales. Elles ne sont pas centrales. Jérôme Pellissier, pour vous, ces questions sont subsidiaires ou non? Non, mais elles interviennent dans un deuxième temps. Voilà. Mais dans le premier temps, et c'est là que visiblement nous sommes en désaccord, dans un premier temps, pour moi, j'y reviens, je suis obsédé par ça, il y a ce qu'on appelle le principe d'égalité. C'est-à-dire qu'à la limite, peu importe qui paye, mais il faut que ça soit les mêmes qui payent et de la même manière si la personne a 55 ans ou si elle en a 65. Voilà. Il y a d'un côté cette question du financement, et elle est bien entendu importante, mais qu'elle ne nous fasse pas oublier qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelle le principe d'égalité, et qu'actuellement, la réforme qui est en cours attaque ce principe-là de manière très forte. Madame la ministre. Est-ce que je peux répondre? Oui. Il y a un principe, évidemment, d'égalité, il y a aussi un principe de réalité. C'est vrai que, alors on va rentrer un peu dans cette technique financière. Je suis désolé, puisque vraiment chacun, il y a une sorte de complot. On ne va pas s'arrêter là, mais il faut juste qu'on puisse comprendre. Une sorte de complot. Il faut juste comprendre. Je souscris au principe de la loi du 11 février 2005 et de la convergence. Je sais que les barrières d'âge perdent de plus en plus de légitimité au fur et à mesure des évolutions démographiques. Mais je connais aussi l'état des finances de mon pays. Je sais très bien ce que ça coûte que d'abolir les barrières d'âge et d'être dans ce concept auquel je souscris totalement. Nous travaillons donc parce que je ne suis pas une démagogue. Je ne peux pas dire, ben oui, il faudrait faire, mais oui, je suis d'accord, il faut le faire. Seulement, moi, je suis une politique. C'est moi qui fais les impôts. C'est moi qui fais les cotisations de sécurité sociale. Moi, je vois tourner les compteurs dans ma tête. Les réformes à 100 milliards, j'en ai plein mes tiroirs. Donc, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui soit réaliste, qui soit acceptable, qui soit utile et qui traite les priorités. Or, je sais que j'ai une priorité, je le vois avec les familles qui ont à prendre en charge une personne dépendante, je sais que cela, je dois le traiter en priorité. Ça ne veut pas dire que je ne construis pas cette réforme en pensant à la convergence. Et j'essaie de construire cette réforme d'abord en prenant en compte la personne handicapée vieillissante et en construisant des réformes de structure qui seront utiles aussi aux personnes handicapées. Quand je rénove les services à domicile, quand j'imagine des structures de répit, je la construis pour une malade atteinte d'Alzheimer, l'entourante d'une personne atteinte d'Alzheimer, je construis aussi pour une maman qui a un enfant lourdement handicapé à son domicile. Donc, je sais que je construis un modèle qui pourra s'étendre quand nous reviendrons à meilleure fortune. Donc je ne construis pas une réforme injuste. Je construis une réforme par palier. Père Leclerc, est-ce que vous auriez une question pour Madame la Ministre en lien avec le débat et une question vaut mieux que ce soit en lien avec le débat, mais si vous voulez qu'on parle d'autre chose, c'est volontiers. Oui. Sur la consultation et sur ce qui se passe ces mois-ci, la parole d'un homme d'église. Moi, je suis intéressé comme moraliste sur le fait qu'on doit faire des choix, puisqu'on est en période de pénurie. Et l'éthique commence justement quand on est en train de faire des
des choix. Alors, on a beaucoup parlé des dépenses, mais je pense aussi que les personnes âgées sont aussi créatrices de richesses, d'emplois, de proximité, et ça, on ne le dit pas assez. Ma question à Madame le ministre serait justement, dans un traitement d'égalité, comment fait-on pour être finalement aussi dans l'équité ? Je vais prendre un exemple. Si je veux que ce magnifique collège des Bernardins soit accessible aux personnes handicapées, mais je ne vais pas avoir un traitement égalitaire dans cet accès aux Bernardins. Je vais construire une rampe très chère pour que quelqu'un qui a un handicap, qui arrive en fauteuil, puisse, comme chacun, accéder à cette salle. Et j'ai beaucoup plus dépensé pour lui que pour son voisin qui est venu ce soir. Et pourtant, c'était une manière de faire en équité et qui n'a pas été égalitaire. Comment on réfléchit justement dans le grand âge et puis aussi avec les autres fragilités qui nous touchent, hein, celle de la famille, celle de l'emploi, celle de l'accident. Comment on réfléchit à la fois l'égalité et l'équité quand on est dans un contexte de pénurie aujourd'hui? Madame la ministre. Il y a un principe fondamental qui est celui de la citoyenneté, donc de l'accessibilité. L'accessibilité n'est pas un principe négociable. Et véritablement, si on ne se met pas dans cette démarche qui est une démarche d'équité, c'est-à-dire que les personnes sont mises en situation de dépendance, en situation de perte d'autonomie à partir des modèles que nous avons créés, nous ne pouvons pas avoir cette démarche équitable que vous souhaitez. J'ai bien compris que quand vous dites « je ne suis pas équitable parce que la rampe coûte plus cher », vous étiez volontairement provocateur à mon égard. Parce que, tel que je vous connais ou que je vous devine, je suppose que vous êtes absolument d'accord pour qu'on dépense plus bien éventuellement. Entendu. Pour la personne en situation de handicap. Mais je me demande si de construire une société accessible, c'est pas finalement faire un bon investissement. Nous allons avoir des personnes qui peuvent avoir des handicaps lourds, qui étaient condamnées à avoir une durée de vie extrêmement courte et qui, fort heureusement, vivent plus longtemps. Nous avons cette question du vieillissement qui va nous amener à, peut-être sans être dépendants, des mobilités réduites, à nous déplacer plus lentement. Nous voulons aussi avoir une vie plus agréable et avoir une société accessible, j'en suis vraiment persuadée, peut être aussi à moindre coût, parce que ça crée du lien social, ça crée du bien-être. Et puis, il faut avoir un petit peu d'imagination. Finalement, c'est de repenser le concept d'accessibilité, d'abord de ne pas la contraindre à l'accessibilité purement physique. Hein. L'accessibilité, c'est l'accessibilité sensorielle, c'est l'accessibilité pour le handicap intellectuel, pour le handicap psychique. Le concept d'accessibilité, c'est un concept beaucoup plus global, hein, d'une société qui exerce cette fonction de bienveillance. Mais quand on est dans cette société de bienveillance, je vais vous citer un exemple. Je vois un organisateur de salle de spectacle qui me dit « c'est quand même honteux, j'ai été obligé de faire des toilettes handicapées, des toilettes pour personnes valides ». Je dis « mais pourquoi vous n'avez pas fait que des toilettes pour personnes en situation de handicap ? Pourquoi vous avez construit 2 sortes de toilettes ?» Et il a tout d'un coup découvert qu'on n'est jamais obligé de construire 2 sortes de toilettes. Il suffit de construire des toilettes qui soient accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin de construire un escalier et une rampe. Quand il y a un escalier ou une rampe, les personnes valides prennent toute la rampe. Pourquoi ne pas construire seulement une rampe ? Venons-en, Madame la Ministre, à une question autour du choix politique que vous évoquiez tout à l'heure. Quel choix politique autour de la dépendance ? Est-ce qu'il y a des résistances ? Non, il n'y a pas de résistance sur le fait que c'est un débat important, qu'il faut le traiter, et que plus on le traitera tôt, plus il sera facile à traiter. Il y a actuellement 1 200 000 personnes dépendantes qui nécessitent des financements. Il y en aura en 2040 2 400 000. Voilà, les chiffres sont là.
Et ces personnes, il va falloir les prendre en charge. Ça représente actuellement le financement public 1,22 points du PIB. Les projections de Jean-Michel Charpin qui commencent à s'affiner et dont il a fait d'ailleurs le résumé dans la presse d'hier, c'est 1,70 points du PIB. C'est pas inaccessible, bien sûr, mais ça impose de prendre des décisions, de faire des choix dans la richesse, dans la richesse nationale. Alors, les principes, ils sont simples. Les principes, je l'ai dit, le socle de prise en charge qui n'est plus de 22 millions, qui est de presque 25 millions dans l'année. Milliards, pardon. Les plus de 20... Merci. Leur article fait que je confonds les millions et les milliards. Merci de me remettre dans les clous. Qui est presque de 25 milliards, sur une comptabilité publique de dépenses liées à la dépendance qui est entre 30 et 32 milliards. 5 à 7 milliards restent donc à la charge des familles, le reste à charge des familles. Donc on voit déjà que le socle de solidarité est massif dans la dépendance. 80% des dépenses sont assurées par la solidarité nationale. Et à l'intérieur de cette solidarité, 80% des 80%, c'est l'État. Et 20% les départements. Donc on voit que ce socle de solidarité, il faut le préserver et il faut l'améliorer. Alors pour le mot de la fin, où va s'exercer ce choix politique pour vous, Madame la Ministre? C'est-à-dire, il va se porter sur quoi? Où va s'exercer? Sur les financements. Oui. Vous voulez. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont, que j'examine et donc, dont je dresse la validité pour le président de la République, qui rendra ses arbitrages au début de juillet. Les pistes, on les connaît. Il y a l'augmentation de la CSG, 0,1 point de la CSG, ça rapporte 1,3 milliard. Il y a la deuxième journée de solidarité, ça rapporte 2,3 milliards. Il y a un certain nombre, il y a la taxation du patrimoine. Ça dépend où on met le curseur, mais ça peut rapporter beaucoup d'argent. Il y a l'alignement de la CSG des retraités avec les actifs, puisque vous le savez, les retraités paient une CSG moins importante. Il y a la récupération sur succession. Mais vous me posez la question, où trouve-t-on l'argent? Oui, je fais donc la liste des produits qui sont possibles. Alors, il y a la possibilité de compléter avec une assurance privée. 5 millions de nos compatriotes ont déjà une assurance privée. Qu'est-ce qui vous semble, vous, crucial sur ces questions de fonds et qui orienterait les choix politiques autour de ça? Les choix politiques, je le redis, c'est évidemment de conserver un socle de solidarité extrêmement important. C'est aussi de prendre des solutions financières qui respecteront le libre choix des personnes, c'est-à-dire de développer parce qu'on peut pas... Vous m'amenez à parler des dépenses, sans avoir auparavant dit dire ce qu'on allait financer. Donc d'avoir des solutions qui respecteront le libre choix des gens et la qualité des structures et des services qu'on leur proposera. Ça, donc faire une politique qui soit une politique de qualité, qu'au niveau de l'économie, on ne choisisse pas de brader la qualité de la prise en charge de la dépendance qu'on va faire. Je pense que ces principes-là sont à sanctuariser. Et puis le troisième principe, c'est évidemment de ne pas payer cela par l'endettement, c'est-à-dire de ne pas rejeter sur les générations futures, comme on l'a fait dans d'autres domaines de la protection sociale, qu'on ne présente pas la facture à nos enfants et à nos petits-enfants. Ça, c'est une véritable politique équitable. Et que dans un pays qui est en train de sortir de la crise, on ne charge pas... les entreprises françaises, parce que sinon, évidemment, la création de richesses serait fortement handicapée, et donc les possibilités de financement. Ces 4 principes me paraissent des principes cardinaux pour bâtir une bonne réforme. Merci. Suite au prochain épisode, ce sera au mois de juillet. Merci Roselyne Bachelot, merci au Père Leclerc, merci Jérôme Pellissier, merci de nous avoir suivis, et puis à très bientôt sur KTO. Très bonne soirée.